un moment donné, il faut faire des choix. La différence entre moi et les autres, il n'y en a aucune. Et moi, le perso, je l'ai mis de côté pendant des années. Mais il faut continuer d'avancer coûte que coûte. Le temps, c'est une question de priorité. On travaille l'extérieur, mais il faut travailler l'intérieur. Vraiment, on veut s'entraîner, prendre le temps d'aller méditer. On le trouve. Et là, je m'allonge, je me dis, waouh, tout s'arrête. Et le professionnel de l'extériorité que j'ai pu être et que je suis toujours s'est rendu compte que finalement, c'était à l'intérieur qu'il fallait tout chercher. C'est à ce moment-là que j'ai compris finalement tout ce qui s'était passé. J'ai le plaisir et l'honneur d'échanger aujourd'hui avec Christophe Cano, expert fitness et nutrition depuis plus de 20 ans. Il a cumulé les casquettes de directeur de club, coach diplômé d'État, athlète en bodybuilding, consultant sport business, formateur et conférencier. Tu t'es aussi expatrié au Maroc pendant quelques années où tu es devenu directeur sportif national d'une marque de salle, 34 clubs et plusieurs centaines de salariés. Puis tu es devenu chroniqueur forme, nutrition, santé à la télévision marocaine. À ton retour en France, tu as géré des clubs de sport, puis fait un choix, lever le pied et te concentrer sur le fond plutôt que la forme. Aujourd'hui, Christophe, tu es formateur, consultant et auteur. Ton premier livre, Révolution intérieure, est né d'un exil professionnel dans une petite ville de Bourgogne qui s'appelle Tonnerre. On en parlera. Coupé de tes repères, de ton entourage, de tout ce qui te définissait jusqu'alors, tu t'es retrouvé un jour, littéralement, allongé au sol, vidé, incapable de bouger. Ce n'était pas une panne, c'était une révélation. De ce silence forcé est née une transformation profonde et finalement un livre dont on parlera aujourd'hui qui s'appelle Révolution intérieure. C'est pas une méthode, c'est un témoignage, celui d'un homme qui a dû déconstruire beaucoup de schémas pour se retrouver. Tu as mis tes piliers, tes routines, la discipline, la spiritualité, l'ancrage, le lâcher-prise, la confiance retrouvée. Et ce livre est actuellement disponible en ligne sur Amazon ainsi que dans les Fnac, Cultura et grandes surfaces culturelles à travers la France, la Belgique, la Suisse et bientôt le Maroc. Il est aussi traduit en anglais et il sera accessible en 8 langues d'ici la fin de l'année 2026. Ton deuxième livre, Pouvoir de la nutrition, sort le 15 mai. Et une trilogie est en cours. Christophe, aujourd'hui, tu cumules 500 000 abonnés sur Facebook, Snapchat et Instagram. Et ton rôle aujourd'hui, on en a parlé, tu me l'as dit en off, c'est la transmission. Pas pour briller, pour être utile. Bonjour Christophe, bienvenue, très heureux de te recevoir pour cet échange. Bonjour Julien, merci pour cette belle présentation et elle retrace vraiment ce que je pense intéressant d'amener aujourd'hui dans ce podcast, puisque moi j'ai commencé dans les années 2005-6. Je suis un pur produit du Crèves de Toulouse, Midi-Pyrénées, qui est pas très loin d'ici. Ça a été les premiers diplômes qui m'ont permis d'exercer mes premiers métiers, coach sportif, nutritionniste du sport. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer cette activité à l'époque ? Alors moi, c'est la passion. Je suis à la base un passionné. Ceux qui me connaissent personnellement ou même sur les réseaux le perçoivent, je pense. L'aspect business est intéressant parce qu'il faut aussi, évidemment, à un moment donné, le monétiser, tout ça. Mais c'est la passion qui me porte, qui me fait avancer au quotidien, au détriment ou de plein de choses qui pourraient d'ailleurs me parasiter. Mais j'ai commencé cela parce que j'ai commencé ces premiers diplômes et donc ce premier métier par passion. Passionné de musculation à partir de 18 ans. Passionné de fitness avec tout ce qui est cours collectifs à partir de 19-20 ans. Et 20 ans après, je suis encore plus passionné qu'à mes débuts. Donc vraiment, c'est le fil rouge finalement de ma première partie d'existence, on va dire, ou de ma première partie de présence dans cette enveloppe corporelle. On parlera de ça peut-être un peu plus tard. Voilà. Et tu dis que tu es encore plus passionné aujourd'hui, pourquoi ? Parce que je pense que d'abord j'ai compris notamment via une blessure que j'évoque dans le livre, une blessure donc importante au niveau du coude droit, qui m'a immobilisé pendant 6 mois et m'a fait repartir presque à zéro après 17 ans de pratique, la chance que j'avais de pouvoir pratiquer. Et quand on est conscient de cette chance-là, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser son corps comme on l'entend au travers de pratiques sportives, finalement, l'envie et l'énergie et le plaisir que l'on a dans la pratique en question est décuplé. Ouais. Et ça, c'est important et c'est souvent, on en parlera je pense un peu plus tard, mais ces accidents de vie qui nous font en fait avoir une gratitude, une reconnaissance et un plaisir dans le quotidien finalement et tout ce que nous y mettons qui est beaucoup plus important. Donc finalement, des fois, des éléments comme ça qui ont été sacrément impactants pour moi
m'ont boosté à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sportif. C'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément avoir des accidents de vie, des passages un peu plus difficiles pour profiter, se rendre compte qu'on a de la chance, développer sa spiritualité? Moi, j'y crois. Alors, j'y crois. Alors, c'est un peu, on parle souvent de l'échec, hein. Il faut des échecs. Alors, l'échec est constructeur, structurant ou constructif, tout dépend comment on le met en avant. Alors, évidemment, il ne faut pas que des échecs aussi. Il faut à un moment donné qu'il y ait des moments de réussite. Mais les accidents de vie donc, que tu évoquais, là, c'est une blessure, d'autres, ça peut être une maladie ou autre, doivent être utilisés justement comme moment, comme catalyseur, on va dire. Catalyseur comme élément de boost pour justement accélérer sur tous les autres. Alors, ça, c'est quand justement on a le temps de se pencher et d'analyser ce qui se passe dans notre vie. Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait des moments d'introspection. La chance que j'ai eue en arrivant en Bourgogne, où j'ai pu faire ce moment-là, puisque je me suis retrouvé, on en parlera plus tard, coupé du monde. Mais dans nos vies un peu tourbillonnantes, il est difficile de prendre le temps de se pencher sur ces moments-là pour dire, tiens, telle blessure, telle maladie, tel échec est lié à cela, et donc je dois réagir de cette manière-là. Donc, en effet, ça doit servir d'éléments structurants et d'éléments qui vont permettre de transformer ou de faire évoluer une vie. Faut-il avoir le temps de se pencher sur l'analyse et donc la fameuse connexion à soi, et donc tout simplement descendre un peu et voir ce qui se passe là. On en parlera avec grand plaisir, puisque on parlera aussi de ton livre, et dans ton livre, je trouve que la spiritualité est très présente. On peut mettre le mot qu'on veut derrière spiritualité, peut-être que tu emploies d'autres mots aussi, mais tu parles des anges gardiens, de te retrouver. Le titre de ton livre, c'est Révolution intérieure. Tu ne différencies pas le monde matériel et le monde spirituel. De ce que j'ai l'impression à travers ton livre, c'est que les deux mondes cohabitent, sont les deux faces d'une même pièce. Tu l'as très très bien mis en avant là au travers de tes derniers mots. Alors ça, c'est des éléments que j'évoque dans ce livre-là, mais qui ont déjà été évoqués dans plein d'autres ouvrages. Nous sommes des âmes qui font une expérience corporelle, physique, et non pas des corps qui font une expérience spirituelle. Donc quand on intègre cela, qu'on le met en place au quotidien, ça change toute une vie. Ça signifie juste que finalement l'enveloppe dans laquelle notre âme, notre conscience, on l'appelle comme on veut, est présente, en tout cas l'enveloppe qui est habitée par notre âme, finalement n'est qu'une des expériences qu'elle vivra. Donc finalement, on se rend compte que beaucoup de choses deviennent légères quand on voit les choses ainsi. Cela n'empêche qu'il faut évidemment l'entretenir. C'est le lieu de vie de cette âme, de cette conscience, le véhicule. Voilà. Mais c'est bien plus que ce véhicule-là. C'est souvent l'image, on va dire l'expression aussi de cette âme-là. Et donc, comme tu l'as si bien dit, l'enveloppe physique et la dynamique plus intérieure, l'âme, la conscience, ou autres éléments qui sont menés par cela, sont totalement liés et doivent être justement travaillés sur le même plan. Et c'est un peu, voilà, c'est cet aspect intérieur-extérieur, même si pour moi, tout vient toujours de l'intérieur. Et tout cela, il faut le travailler. C'est un travail sur soi, comme on l'évoque souvent. Ok, on en reparlera avec grand plaisir. Juste pour revenir à ton passage au Maroc, donc tu étais directeur sportif d'une marque de salle de sport et chroniqueur santé à la télévision marocaine. J'ai vu d'ailleurs un extrait de ton passage à la télé marocaine. Tu étais, comme aujourd'hui, tu t'exprimais super bien, toujours lumineux déjà à l'époque, j'avais trouvé. Même si la révolution intérieure n'était pas totalement c'était pas terminée, amorcée. Non, même pas. C'est bien que tu l'évoques parce que beaucoup l'ont vu. On est à 6 millions de téléspectateurs sur cette émission que je mets souvent en avant. Mais non, j'étais vraiment dans un état intérieur que j'évoque aussi, on l'évoquera un peu plus tard, mais je l'évoque dans Révolution intérieure justement, qui était à mon sens assez chaotique. C'était pas ma place du tout, pas au Maroc, mais dans ma vie personnelle. Donc étonnamment, tu vois, mais il y avait peut-être les prémices déjà, il y avait des réflexions, Donc, mais je t'ai interrompu sur ce que tu allais dire. Non, mais justement, je voulais te demander déjà comment tu en étais arrivé là, d'un point de vue développement de projet entrepreneurial, puisque tu as commencé coach sportif lorsque tu avais une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui t'a amené au Maroc très rapidement? Qu'est-ce qui t'a donné envie de gérer ensuite un grand groupe de sport, et comment tu es parvenu à ça? Pour répondre à ce que tu viens d'évoquer, il est vrai qu'on pourrait se dire, coach sportif il y a 20 ans, on arrive à un poste de directeur sportif pour le citer, City Club Ionic Fitness, qui est aujourd'hui toujours existant au Maroc et qui continue de se développer. C'est assez... Il y a une trajectoire, évidemment, il y a un parcours entre. On a peut-être une deuxième mission pour évoquer ce qu'il y a entre ces 15 ans,
Mais c'est tout simplement via une communication sur réseau et une ambition personnelle que j'ai toujours eue, qui a été aussi un fil conducteur de tout mon parcours, d'arriver à des postes de dirigeants. Et c'est via LinkedIn, tout simplement, donc profil alimenté sur LinkedIn. Un des DRH du groupe, le DRH, vient de ses collaborateurs, m'a sollicité sur la plateforme, on va dire. On s'est rencontrés, ils m'ont invité une semaine au Maroc et j'ai validé la prise de poste. Sachant que c'était un sacré challenge pour moi, parce que réellement, on passait sur une taille de groupe que je n'avais jamais gérée. Alors là, il y avait quand même 400 coachs, répartis sur 34 clubs à l'époque, en sachant qu'au Maroc, on a une masse salariale qui est toujours plus importante parce que le coût, entre guillemets, de chaque salarié est beaucoup plus faible. Donc en France, on pourrait faire diviser presque par 2 ou 3 la masse salariale. Les salaires étant plus bas là-bas. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le management? Par rapport au poste que j'ai eu avant, sur l'Andorre ou après, donc en France, celui qu'on évoquera juste dans la partie suivante, finalement, le management dans ce type de groupe est beaucoup plus simple parce que tu as des échelons hiérarchiques en dessous, donc des N, N-1, N-2, on va dire, qui te soulagent énormément. En France, tu n'as pas cette possibilité parce que la main-d'œuvre coûte cher. Donc évidemment, tu as un dirigeant, un directeur, et tu as directement, alors sauf les très gros clubs où tu as des adjoints ou autres, mais tu as tes coachs, tes commerciaux, les agents d'entretien, si tu peux en avoir, parce que c'est pas toujours simple dans certains clubs. Là, au Maroc, non, tu as des équipes complètes au-dessous. Tu as un directeur sportif de salle, qui est ton N, du coup, plus 1, tu vois. moins 1. Voilà. Oui, pardon, N-1, ouais. Merci. N-1. Et donc, c'est-à-dire, et au-dessous, tu as les coachs. Donc, tu te retrouves avec un organigramme qui est fourni et qui te soulage énormément. Et pour répondre complètement à ta question, ce que j'ai appris vraiment en termes d'adaptation dans entre guillemets, mon aventure marocaine, c'est que en France, tu es en mode management participatif. C'est-à-dire que dans un club, tu as la possibilité de faire participer tout le monde à la prise de décision. Même si à la fin, évidemment, il faut trancher, que c'est toi qui es responsable et c'est toi qui es en charge. Au Maroc, c'est très différent. On est dans une forme de management assez familial, assez patriarcal, où tu décides et les personnes, entre guillemets, suivent. Si tu n'agis pas ainsi, ce qui est complexe, c'est que les personnes ne comprennent pas ce que tu veux leur faire faire, ce que tu veux leur amener. Donc, il a fallu switcher. Tu vois, moi, je suis arrivé, les 3 premiers mois, on m'a directement mis en situation. Sur en plus le paquebot du groupe à Rabat, Unique Fitness, 4000 membres, 4000 mètres carrés, tu vois. Et là, j'avais 25 coachs et il y avait 10 agents d'entretien, 10 commerciaux, tu vois. Donc, on m'a mis en situation, en plus des fonctions de directeur sportif, donc directeur de club et directeur sportif. Et là, ma méthode de management française, franco-française, on va dire, elle n'était pas bonne, tu vois. Je me rendais bien compte que ça ne matchait pas. Tu vois, ça ne matchait pas. Donc, il a fallu switcher. Il a fallu switcher et se mettre en mode, entre guillemets, père de famille, tu vois. Où finalement, tu peux être très sévère, mettre une mise à pied parce qu'à un moment donné, il y a un non-respect clair de consignes. Et en même temps, tu peux être le lendemain en train de manger, on va dire, un couscous, puisqu'on est au Maroc, avec la même personne, sans que la personne puisse t'en vouloir et sans que toi, tu puisses lui en vouloir aussi. Donc, c'est ce que j'ai appris, principalement. Après, les grandes règles, elles sont les mêmes. Tu vois. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de revenir en France au bout de quelques années? Alors, la raison est plutôt d'ordre personnel. J'avais fait le tour un peu du poste sur lequel j'étais, j'apprenais plus grand-chose, pour ne pas dire plus du tout. Et puis, j'avais envie d'un retour au pays, pour des raisons culturelles, mais aussi religieuses, puisque, comme on en parlera un peu plus tard, je suis assez lié au catholicisme. À ton retour en France, est-ce que tu reprends ce rôle de dirigeant? Je prends 2 mois, on va dire, de repos. Transparent, je passe ce temps-là essentiellement avec mon papa. Et puis, je me suis remis en selle, on va dire, tu vois. J'ai repris la route. Il y avait plusieurs possibilités. C'est présenté un poste, directeur d'établissement, en Bourgogne, à Tonnerre. Plus exactement, lieu que je ne connaissais mais vraiment pas, je ne savais même pas poser Tonnerre sur une carte de France. Donc j'ai regardé cela et en effet, rapidement, j'ai fait le choix de repartir sur un poste beaucoup plus léger. Je voulais une charge mentale fortement diminuée. Et donc, je suis reparti sur le même secteur d'activité parce que c'est
c'est ce que j'aime, tu vois. Donc, Je reviens sur la charge mentale. C'est vrai que tu en parles aussi dans ton livre. J'imagine que lorsque tu étais au Maroc, elle a pesé sur toi, cette charge mentale. Qu'est-ce qui a le plus pesé? Qu'est-ce qui était le plus difficile à gérer? en fait, même si au Maroc, en effet, j'étais salarié, j'ai toujours eu, moi, des activités de consulting. Je garde, bon, sur des périodes, lorsque le temps me le permettait, du coaching privé, parce que c'est ma passion première et c'est mon métier premier. Donc, j'ai toujours eu, finalement, une vie entrepreneuriale en parallèle. Et puis souvent l'émission finalement, puisque je dis salarié, mais au Maroc il y avait aussi du consulting en plus, tu vois, donc c'est les deux étaient se développer en même temps. Donc par rapport à ce que tu disais, c'est super intéressant, c'est qu'en effet cette vie entrepreneuriale génère, alors surtout quand tu as des impératifs financiers, quand c'est du service, c'est quand même plus léger, mais génère une charge mentale d'abord parce qu'il faut honorer évidemment les engagements financiers, mais aussi parce que tu as des équipes à gérer. Quand les équipes sont costauds, hein, pour le Maroc notamment, évidemment, automatiquement, ça génère un niveau de stress plus élevé, ça génère aussi une gestion émotionnelle plus costaud, hein, parce que tu es face à des équipes et on est tous humains. Donc, ça se travaille, tu apprends avec les années aussi à incarner le personnage, que moi, je pense maintenant avec le recul, hein, tu vois, 5 ans après avoir écrit 2 bouquins qui m'ont permis de descendre et de comprendre ces thèmes-là, beaucoup de chefs d'entreprise présentent une forme de déni, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un mal-être, il y a une inexistence, voire une de grandes difficultés au niveau de leur intériorité, mais il faut continuer d'avancer coûte que coûte parce que, en effet, financièrement, il y a des impératifs à gérer, il y a des équipes, il y a des familles, voilà. Donc, finalement, c'est jamais totalement, géré à la perfection. C'est-à-dire que c'est très souvent, on fait comme on peut, on avance, les années passent, et à un moment donné, si plus ou moins il y a un travail sur soi, ça dure et l'individu s'épanouit, très souvent on en arrive à des formes de burn-out. Moi j'en ai rencontré mais des dizaines de très haut niveau, hein, avec des centaines de salariés, burn-out, 1 an, hôpital psy, mais ça c'est assez courant. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme tu l'as dit, la charge mentale était trop élevée. Des personnes qui peut-être n'ont jamais cherché à comprendre et à travailler sur elles-mêmes. C'est comme le corps, à un moment donné, hein, on le travaille, t'entraînes toi aussi beaucoup, on travaille l'extérieur, il faut travailler l'intérieur. C'est pas juste en lisant que ça suffit. Comment on fait pour prendre le temps de travailler à l'intérieur alors que, comme tu dis, on est sollicité en permanence, on a l'impression qu'il faut toujours travailler, toujours livrer les clients, satisfaire tout le monde, payer ses salariés? Alors, je vais te répondre, c'est volontairement très direct et très clair, c'est que le temps, c'est une question de priorité. Comme le dit si bien, et c'est Schwarzenegger, je vais emprunter cette phrase-là, qui dit « Le président des États-Unis s'entraîne tous les jours ». Peut-être pas Trump, mais juste avant, on en avait d'autres, notamment Obama. Et je suis peut-être, alors il faudrait que je m'y penche, mais Donald Trump certainement a un coach privé qui lui fait faire quelques mouvements tous les jours. À mon sens, ils sont quand même ultra sollicités, ces hommes-là. Voilà, hein. Donc, je pense que c'est uniquement une question de priorité. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. La phrase, on la connaît. Donc, si vraiment on veut s'entraîner, prendre le temps d'aller méditer, de faire de la cohérence cardiaque, de faire plein de choses qu'on évoquera plus tard, on le trouve. Donc, même un chef de famille. Alors les excuses après, on peut toujours en trouver. Hein. Toujours un élément, des fois même inconsciemment. Hein. L'élément premier, c'est qu'il ne faut pas dialoguer avec soi-même. Pas de négociation intérieure. S'il y a un objectif, on priorise et on fait. Maintenant, si c'est pas une priorité, là c'est notre sujet, tu vois. Notre sujet. Mais le temps, il se trouve. C'est quoi le moment le plus difficile que tu as vécu en tant que dirigeant? Lorsque j'étais au Maroc, il y en a un qui pour moi était peut-être le plus complexe en termes de positionnement. Alors, en tant que dirigeant, je reste sur le Maroc, puisque c'est lorsque j'ai fait face à une grève du personnel, parce que le groupe avait un décalage au niveau comptabilité, donc les salaires avaient été payés en décalé, sauf qu'au Maroc, les salaires sont plus bas et les niveaux de vie sont plus faibles. Donc, 4-5 jours, c'est assez impactant. Et moi, j'étais directeur sportif de groupe, je n'étais pas ni directeur financier, ni PDG du groupe. Donc, je n'avais pas la main là-dessus. Mais j'avais fait face, notamment sur un des clubs, à une grève costaud. Et là, il avait fallu être un bon négociateur pour éviter que ça se voit au niveau des adhérents et surtout qu'on puisse rapidement remettre en route cela, parce que c'était quand même un groupe où il y avait beaucoup de salariés, que ça ne fasse pas tache d'huile, tu vois. Donc avec le PDG à l'époque, Jonathan Haroche, on avait géré cela directement. Mais j'avais été mis en difficulté parce que c'était pour moi, des coachs, c'est comme des enfants, c'est-à-dire c'est des jeunes avec qui je travaillais tous les jours. Donc, être dans la sanction ou le licenciement, puisqu'il y avait une possibilité de licencier certains profils, c'est assez inconfortable. Tu as dû licencier du personnel? On a fait des choses. Sur le Maroc, oui. Ouais. Ah oui, sur le Maroc, quand je suis arrivé, j'ai été recruté pour cela.
le PDG m'a dit, Christophe, voilà, il va falloir, entre guillemets, alléger nos effectifs, en tout cas, changer les équipes dans pas mal de clubs, notamment Rabat. Donc, on a recruté, en même temps, il a fallu dire au revoir à certains profils qui n'étaient plus en adéquation avec ce que moi, d'abord, je souhaitais, que quand on te fait venir de France, c'est qu'on souhaite des compétences françaises et c'est évidemment aussi, on te rémunère très correctement. Donc, on attend de toi beaucoup de choses. Donc, il faut amener ta méthode, tu vois, ta méthode. Et donc, tu veux tes équipes. C'est aussi logique. Et donc là, il y avait quelques profils qu'il a fallu remercier. Bon, mais voilà. Ouais, c'est jamais des moments évidents. Moi, tu vois, je suis en phase d'apprentissage aussi pour ça. Alors, c'est pas à la même échelle, mais j'ai dû me séparer d'un alternant là il y a pas longtemps pour le studio. J'ai repoussé un peu la décision et au final, j'aurais pas dû. Donc, tu vois, moi, ce que je retiens, c'est que quand tu as un pressentiment, une intuition, mieux vaut le faire le plus rapidement possible, même si c'est un peu douloureux. C'est la leçon que je retiens, de laisser traîner, tu vois. Ouais, la procrastination n'est pas trop bonne en plus en gestion, en GRH. Ouais, non, c'est pas simple, hein, c'est vraiment pas simple. Il faut arriver à rester quand même dans une dynamique assez humaine et en même temps, quand la personne n'a plus sa place, elle n'a plus sa place. Oui. Bon, ça l'aide aussi, finalement. C'est ce que j'allais dire. Ça l'aide et c'est gagnant pour personne, en fait. Ouais. Si ça va pas d'un côté, ça va pas de l'autre aussi, je pense. Clairement. Donc, c'est souvent assez réciproque. Pour terminer, on va dire, sur ce sujet-là, je pense que tu vois, dans le parcours de chacun, je pense que c'est le tien, on a eu des moments d'échec un peu parce qu'un licenciement ou une sortie entre guillemets de route qui est souvent subie, c'est jamais agréable. Et je trouve que finalement, alors tu as des phrases des fois que le DRH ou moi, pour moi le directeur sportif donc que j'étais peut donner ou peut transmettre à la personne qui est en face de toi, tu vois, donc celle que tu licencies souvent. Et finalement, alors à l'instant T, tu le prends mal évidemment quand tu es licencié, c'est pas agréable, tu vois, j'imagine. Mais souvent, je sais pas, bon, ça m'est arrivé dans des échanges où on a mis fin à des relations. Ces phrases-là, après, tu les gardes et tu t'en sers pour progresser. Tu vois. Donc, je me dis que ces jeunes-là, parce que c'était beaucoup de jeunes, tu vois, entre 20 et 30 ans, bon, faut le faire avec tact et essayer peut-être finalement de leur montrer que la vie continue et que finalement, la vie en tant que telle n'est pas impactée, les conditions de vie, oui, et que les phrases transmises vont les aider, tu vois, à peut-être corriger des erreurs, des comportements, tu vois, surtout qu'ils sont dans une construction de vie, ils sont tout jeunes, tu vois, je me dis, bon, faut essayer d'être force de conseil. Bon, évidemment, il y a une décision aussi à prendre, tu vois, pour peut-être contrecarrer l'aspect un peu saillant du licenciement, tu vois. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la posture du dirigeant aussi, et le leadership. Est-ce que tu es rentré facilement dans ce costume-là? C'est un thème qui est intéressant parce que j'ai toujours eu la chance, on va dire, d'arriver, alors sur les postes, on va dire, des 10-15 dernières années, puisqu'après, évidemment, j'ai démarré comme tout le monde, sans visibilité, sans réseaux sociaux aussi, donc les personnes ne connaissaient pas ni ton parcours, ni ton image. Sur les derniers postes, j'arrivais avec des réseaux sociaux ultra fournis. Donc, incarner, si tu préfères, une posture quand tu as un passé vérifiable, visible, c'est beaucoup plus facile. Parce que les gens savent que tu as fait la compète en body, que ça fait 15 ans que tu es dans le coaching, que tu as fait pratiqué telles activités que tu as évoquées en début d'interview. Et du coup, ça assoit, tu vois, il y a une crédibilité immédiate qui n'est pas ni négociable, ni qui ne peut pas être remise en question parce que en plus, elle est visible, tu vois. Et donc, ça simplifie. Après, il faut savoir incarner. Ça, c'est un travail aussi sur soi d'exemplarité, de respect. Toujours été à cheval sur vraiment le respect. Et lorsque j'intervenais il y a 15 ans en pénitentiaire, notamment sur Foix, entre autres, et Toulouse, même sur des interventions en détention, j'estimais que la base de tout, c'était vraiment le respect. Et du coup, ces publics-là, à l'époque, on en reparlera certainement dans une autre interview, a toujours fait de même. Donc, quand tu arrives avec un respect absolu envers tes collaborateurs, tu as toujours le retour. Vraiment, moi, j'ai jamais eu un manque de respect énorme, un dérapage une fois de la part d'un collaborateur, mais je peux pas leur reprocher cela. Par rapport à la posture, en effet, donc exemplarité, respect, et puis je pense qu'à un moment donné, il faut aussi mouiller le maillot, tu vois. C'est-à-dire que rester dans son bureau enfermé à donner des ordres, ça ne marche pas, mais ça fait longtemps que ça ne marche plus, mais on le voit encore. Et moi, je me suis toujours positionné à l'opposé de cela, tu vois. Donc, dans une dynamique de partage. En même temps, évidemment, il fallait à un moment donné donner des directives, c'est la base. Mais il y a un équilibre à avoir qui est souvent clé. Je voulais te demander au niveau des compétences, quelles sont les compétences selon toi que tu développes en étant dirigeant, chef d'entreprise, mais que tu ne développes pas en étant seul? Alors, le leadership, la capacité également à transmettre les consignes. Donc, si je compare,
développement solo, développement d'entreprise, hein, donc entrepreneurial ou dirigeant d'entreprise, tu vois, Ouais. sans être obligatoirement gérant. Capacité à transmettre des consignes, Mhm. le respect, évidemment aussi, hein, toutes ces valeurs-là, l'exemplarité du coup, parce que tu dois être, donc on revient un peu sur les valeurs précédentes, Oui. la capacité aussi à être dans une, comment dire, dans une organisation qui est simple et comprise de tous. Très très important. Tu vois, sur vraiment des éléments terrain, hein, là je reste sur une vision très pratique et non pas des choses théoriques. Ensuite, moi je trouve important l'empathie, la capacité d'écoute. Très très important, surtout avec la fameuse Gen Z. Bon, j'en fais plus partie moi, mais eux ont besoin de cette capacité d'écoute humaine, empathique, Ouais. compréhension, voilà. Et moi je trouve ça génial parce que finalement il y a un lien vraiment humain et on se rapproche un peu de ce qu'on voit dans les pays anglo-saxons où finalement le manager se met presque en dessous du salarié et vient vraiment, vraiment l'aider parce que c'est le salarié qui produit. Hein. Moi, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est que finalement, dans un grand groupe, dans votre entreprise, le dirigeant, on peut des fois s'en passer. Par contre, les petites mains, on ne peut pas s'en passer. Hein, coach dans un club, si vous l'enlevez, il n'y a plus de produit, il n'y a plus de prestations. Ouais. Le dirigeant, s'il n'est pas là, c'est pas toujours... Donc, en fait, quand on est très terrain, très pratique, qui est le plus utile? Mais je te rejoins sur la Gen Z. Moi, je les côtoie tous les jours au studio, puisque donc j'ai là un salarié, une salariée alternante et 3 monteurs vidéo freelance qui ont cet âge-là, voilà, dans les années 2000. Et ils ont une vision différente de la mienne, du travail et de la tienne aussi, je pense. En fait, ils veulent pas sacrifier leur vie ou une partie de leur vie pour leur carrière, pour progresser. Ils n'ont pas cette vision-là. Et ils sont aussi ouverts à l'idée qu'ils vont devoir changer de métier plusieurs fois dans leur vie, changer d'entreprise, changer de poste, être en freelance, puis salarié, puis revenir en freelance, tu vois. Ils ont cette élasticité déjà en tête. Donc ça, je pense que c'est plutôt positif. Et je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie de dédier leur vie au travail, parce que s'ils ont cette posture-là, il y a forcément des raisons derrière. Exactement, ouais. Alors, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Tu as entièrement raison. Donc, en plus, tu le côtoies au quotidien. Tu côtoies ces notions avec un public qui va dans ce sens-là. Dans le même temps, ils sont dans cette attente-là, dans cette vision. Attention, ma vie personnelle, c'est pas vrai pour tous d'ailleurs, mais ma vie personnelle ne doit pas être impactée par mes activités professionnelles. Et dans le même temps, ils sont assez admiratifs de parcours ou, entre guillemets, notamment vu de l'extérieur, qui amènent ou qui véhiculent une dynamique de réussite, d'ambition, d'accomplissement, parce que, évidemment, c'est pour eux, c'est aussi des exemples à suivre. Sauf que pour avoir cet accomplissement, cette réussite, il faut cravacher. Tout n'est que travail, hein, tu vois. Si je me prends il y a 20 ans, par rapport à mes collègues du CREPS, on était à l'époque 24, dans les 2 promos, les dernières promos de B, brevet d'état d'éducateur sportif, puisqu'après ça a été réformé. La différence entre moi et les autres, il n'y en a aucune. Hein. C'est juste que certains, à un moment donné, se sont dit, je vais peut-être passer plus de temps sur du perso, et moi, le perso, je l'ai mis de côté. Tu vois, pendant des années. Je dis, ambition, 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 il faut faire ça, il faut communiquer, il faut aller faire des confs, tu vois. Donc, c'est la seule différence. C'est le travail, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a une forme de dichotomie un peu dans leur positionnement, tu vois, ou en même temps, ils veulent pas obligatoirement trop s'investir dans le travail, mais en même temps, ils ont des fois des ambitions qui sont ultra élevées. Donc, c'est génial. Mais pour ça, il faut bosser, tu vois. Donc, c'est la petite remarque que je trouve pour ceux qui nous verront. L'un doit être, faut être assez cohérent dans ce que tu veux, et surtout dans ce que tu vas mettre en action, tu vois. Je te rejoins totalement sur ça, il n'y a pas de raccourci. Ouais. À un moment donné, tu as un objectif, tu es ambitieux, tu as envie de développer un projet qui tient à cœur. Même si tu es passionné par ça, il faut du travail. Et qui dit travail, dit temps, argent, énergie, que tu ne vas pas consacrer à autre chose. Ouais. Et moi, ça me fait un peu rire quand je vois certains discours d'équilibre, vie pro, vie perso. Je suis prêt à apprendre encore et j'ai que 31 ans, mais ça me paraît très compliqué à certaines périodes de vie de trouver un équilibre. Ah, mais clairement. Alors après, tout est question, mais idem de priorité. Ouais. On en revient à ce terme-là, moi je l'aime beaucoup, la priorisation. À un moment donné, il faut faire des choix. Donc, soit tu fais le choix d'avoir une vie perso posée, avec des enfants, pour ceux qui veulent des enfants, peu importe, un couple. Ouais. Ok, mais ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Ou alors, tu as des moyens, fous, et tu fais garder en permanence les enfants, mais je pense que tu as à terme certainement les conséquences un peu de cette absence-là. Ou alors, tu te diriges vers un accomplissement de tes objectifs professionnels, mais tu sais que tu auras des sacrifices. Et tu passeras à côté d'autres choses.
Mais si c'est ta mission de vie, idem, un terme dont on parlera, je pense, après, il faut y aller. Si c'est ce qui te fait vibrer, fonce. C'est ce que tu as vécu, c'est la question que tu t'es posée, et c'est ce que tu as compris. Ouais. Moi, c'est ça, voilà, c'est ça. Alors, pour moi, et je pense que peut-être qu'on évoquera un peu plus tard à nouveau, mais de manière assez synthétique, la passion musculation, c'est ce que j'ai ressenti il y a 20 ans. Donc, j'avais à l'époque 22, 21, 22. Musculation découverte avant et passion métier, on va dire, où c'était une évidence. J'étais capable de tout sacrifier pour mon sport. Il n'y avait rien qui comptait, tu vois. Ma nutrition, mes entraînements, voilà. Vraiment obsessionnel. Mais il faut être obsessionnel, il faut être obstiné. Sans parler du terme pathologique, hein, mais obsessionnel au sens obstiné. Depuis quelque temps, justement, les choses évoluent. Et ce qui, moi, aujourd'hui me fait vibrer, tu vois, l'entraînement, évidemment, le sport, la transmission, tout ce que tu as pu évoquer. L'écriture s'est ajoutée à cela. Et la capacité à transmettre, donc un peu la transmission, mais la capacité à donner à l'autre. Tu vois, donner à l'autre tout ce que moi j'ai pu acquérir dans ce métier-là, évidemment, dans ces métiers-là, tu vois. Donc ça me fait vibrer, tu vois. Je pourrais y passer des heures, même sans être rémunéré, tu vois, ça. Et souvent, quand tu trouves ta mission de vie, c'est un peu la définition, si on va même sur l'ikigai, c'est ce que tu es capable de faire sans être rémunéré qui va te faire vibrer de 15 heures par jour, tu vois. Et là, tu te dis, bon, je pense l'avoir trouvé. Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a fait avancer vers plus de spiritualité, essayer de te rapprocher de qui tu es, te poser ce genre de questions, la mission de vie? Il y avait des prémices, tu vois, sur la fin de la période Maroc, notamment avec la fin de mon relation avec mon ex-compagne, où il y avait quand même un besoin d'introspection, tu vois, en me disant on peut pas être sur d'une extériorité, tu vois, un travail sur le corps, un travail sur des choses matérielles, une voiture, une maison, voilà. Bon. C'est pas possible. Il y a quelque chose d'autre, sinon ça n'a aucun sens, tu vois. Et puis c'est sans fin, hein, c'est le tonneau des Danaïdes. Hein, c'est une maison, puis 2, puis 10, une voiture, idem, tu vois. Et tu n'es jamais satisfait, jusqu'au bout de 6 mois, tu la vois même plus, ta voiture, tu vois. Donc c'est sans fin. Il y avait déjà une prise de conscience légère, mais bon, il me fallait du temps. Il me fallait, je pense, de la solitude. Tu vois. Il fallait que je puisse avoir le temps de descendre, tu vois. Et voilà, Tonnerre est arrivé, entre guillemets, ce poste-là. Et donc, en fait, là, vraiment, j'ai pu commencer à progressivement prendre le temps. Ça n'a pas été linéaire, hein. Ça a été très sinusoïdal, tu vois, avec des moments où clairement, j'arrivais à me connecter et j'avais une vision claire de tout ce qu'il fallait que je fasse évoluer, et des moments où ça n'allait pas, tu vois. Et là, quand tu es seul, quand ça ne va pas, tu ne peux pas aller te réfugier dans la relation à l'autre, tu vois. Il faut travailler sur soi. Tu l'as subi, cette expatriation dans le petit village de Bourgogne, Tonnerre, ou la petite ville, où c'était quand même un choix de ta part? Non, c'était un choix. D'accord. Ah ouais, vraiment. Là, j'avais d'autres possibilités, il y en avait 2, 3 faciles, tu vois. Ouais. Vraiment, j'ai senti, voilà. Il y avait un truc, une évidence presque, tu vois, parce qu'avec le recul, je me dis quand même, tu vois, hier j'étais là-haut, hein, j'arrive ici, c'est sûr que je me dis, c'est quand même tellement différent, tu vois, surtout quand tu es un pur produit du Sud, comme moi je le suis, tu vois. J'avais jamais passé réellement, oui, en visite Paris, tu vois, mais jamais vécu au-dessus de Toulouse, tu vois, l'Espagne, le Maroc, l'Italie, la Sardaigne, mais voilà, le Nord m'a jamais intéressé à part sur des voyages autres. Donc, par rapport à cela, vraiment choisi à 200%. Et justement, pendant ces quelques années, dans ce village en Bourgogne, tu développes plusieurs piliers. Est-ce que tu pourrais aborder un premier de ces piliers pour nous expliquer, premièrement, comment tu as développé ce pilier-là, que tu veux nous présenter, et qu'est-ce que ça t'a apporté par la suite? Comme tu l'as dit, il y avait alors les 10 piliers, c'est ce qui constitue le livre, du coup, Révolution intérieure, mais qui est arrivé après 4 ans de présence sur le territoire bourguignon, donc à Tonnerre, comme tu l'as déjà dit. Si on prend un des piliers, qui est certainement celui qui pour moi a été le plus traité durant ces 4 années, ça reste la gestion du stress, tu vois. Je suis, moi, à la base, certains le savent, mais peut-être que je ne l'ai jamais trop verbalisé, ça ne se voit pas obligatoirement, mais adolescent, j'avais des TOC, tu vois, j'étais ultra anxieux, stress de performance parce que j'étais plutôt bon élève, que je voulais être bon, mais je ne savais pas le gérer, tu vois. Parce que peut-être, je faisais peu de sport en plus à l'époque, je n'étais pas très sportif ado, c'est venu après, tu vois. Et c'est resté, tu vois, cette incapacité, je pense, à gérer le stress, parce que j'en ai quand même souffert, parce que ça m'a impacté sur la capacité à apprécier tout simplement la vie, tu vois. Et donc, par rapport à ce pilier-là, la gestion du stress, c'était celui qu'il fallait absolument que je travaille
parce que je savais que ça allait m'impacter, tu vois, rapidement. Donc, dès le début, j'ai mis en place une tas de techniques alors certaines que je connaissais, que je préconisais déjà, mais que je ne faisais pas, et d'autres que j'ai vraiment acquises, tu vois, sur les 4 années, via des lectures, via des compréhensions de thèmes comme comme le pouvoir du moment présent, Descartes Tolle, et tout ça, ça a structuré, si on parle de ce pilier-là, un contenu que progressivement, moi, j'ai mis en application. La cohérence cardiaque, alors la méditation en fait partie, différentes techniques qui permettent d'activer le nerf vague, qui est le nerf qui gère le niveau de stress de notre organisme via l'activation du système nerveux sympathique et parasympathique, bon, pour ceux qui maîtrisent un peu. Donc tout ça, ça a été une acquisition, un mélange avec des notions que je maîtrisais déjà, et grâce à cela, j'ai constitué ce pilier-là, par exemple, tu vois. Mais pour moi, c'est le plus important, parce qu'après 20 ans, tu vois, de praticien, on va dire, ou de pratique plutôt, en tant que technicien de terrain, et dirigeant aussi, j'ai côtoyé des dizaines de milliers de pratiquants. Pour moi, il y a deux piliers, hors pilier livre, hein, deux piliers qui structurent une vie. C'est la gestion du stress, la capacité à gérer son stress quotidien, et évidemment toutes les techniques ou tous les moyens pour y arriver, et la gestion de la confiance en soi. Donc la gestion du stress, c'est plus ou moins ce que toi, intérieurement, tu arrives à mettre en place, et la confiance en soi, c'est finalement le lien à l'autre, parce qu'il va aussi paramétrer, ou elle va aussi paramétrer cette confiance en soi, la manière de se relier, tu vois, à notre individu. Quand tu gères les deux, là, tu arrives à faire de belles choses. Il y aura des échecs, évidemment, on en a parlé, il y aura de très belles réussites aussi, mais il faut arriver à rapidement se mettre dans l'action et dans l'accomplissement, tu vois. Parce que déjà, en ayant accompli, ça assoit, tu vois. Tu apprends à te connaître. Et quand tu te connais, déjà, tu as davantage confiance en toi. Accepter aussi ses failles, hein. Accepter aussi ses points forts, mais les points forts, c'est toujours plus facile. C'est les failles, les difficultés, les choses qu'on a rejetées, qu'on cache, tu vois. Donc, arriver à être finalement dans une authenticité qui amène aussi une confiance. Voilà, il y a plein d'éléments que tu retrouves un peu dans beaucoup d'enseignements. Comment tu traites la question de l'ego liée à la confiance en soi? Ah, ça, c'est une question que j'aime beaucoup. L'ego. L'ego, moi, je pense qu'il en faut juste suffisamment pour ne pas que ça puisse empiéter sur finalement celui de l'autre. Tu vois, c'est-à-dire que l'ego, c'est à la base une notion qui permet de se protéger, d'avancer, ça permet aussi d'avoir de l'ambition, d'accomplir différentes choses, d'être aussi dans une construction, tu vois. Donc c'est un élément qui pour moi est important et plutôt positif. L'ego surdimensionné que toi tu évoques un peu, là par contre devient un frein parce qu'il te coupe finalement de l'autre et il te présente l'autre comme un concurrent, un ennemi. Tu vois. Et donc, si tu te coupes de la capacité à être dans l'unité, souvent, finalement, tu ne peux accomplir ce que tu ne peux pas accomplir ce que tu veux parce que, du coup, tu te retrouves isolé dans ta progression personnelle, très souvent, qui en plus est faussée, avec un niveau de stress en plus qui explose parce que souvent, tu as l'impression qu'autour de toi, il n'y a que des personnes qui te veulent du mal. Donc, finalement, ça devient un véritable ennemi quand cet ego est surdimensionné. S'il est totalement maîtrisé, voilà, avec juste ce qu'il faut pour être et avancer sur tout un tas d'éléments quotidiens, une très bonne chose. Donc, il en faut juste assez pour avoir une confiance en soi suffisante. Est-ce que tu as une vision des concurrents, toi, comme certains entrepreneurs communiquent, ou est-ce que tu as une vision différente qui est plus de dire on est tous uniques et la clé, c'est juste d'embrasser son unicité et dans ce cas-là, il n'y a plus de concurrence au final? Moi, je crois beaucoup en l'unité, donc il va s'opposer à l'individu et à l'individualisme de notre société consumériste, matérialiste, tu vois. Donc, quand déjà tu pars de ce principe-là, une vision plutôt unitaire, ça allège, ça fait retomber toutes les tensions. Tu vois, si je sais que je suis lié à toi de manière juste, peut-être même assez métaphysique, hein, tu vois, peut-être abstraite, ou ça change la donne. Alors que si je m'oppose à toi, donc je viens ici, je me dis, oh là, Julien me poser des questions, tu vois, je me mets dans une forme d'opposition, j'ai pas envie de répondre à tout, tu vois. Ça change mon état d'esprit. Tu vois. Change. Donc, du coup, je me positionne d'une manière qui n'est pas bonne. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, par rapport à ce que tu disais, la concurrence, tout cela peut être aussi positive, tu vois. Je trouve aussi, hein, Ouais. je te coupe, pardon, mais moi, j'adore la concurrence, hein, clairement. C'est ce qui est stimulant, voilà. stimulant, on tire vers le haut.
Mais après, il y a deux façons de l'avoir, tu vois. Soit en mode, ouais, je vais écraser tous mes concurrents, Ouais. c'est la guerre. Ou alors, bon, ben, chacun a ses spécificités, ses avantages, ses inconvénients, et c'est sain. La deuxième partie de ton propos, voilà, tu as Ouais. résumé Ouais. tu as résumé ma vision, on va dire. Ouais. C'est-à-dire une vision bienveillante en se servant aussi, alors non pas obligatoirement de la concurrence, mais en se servant finalement des personnes qui, autour de soi, elles avancent, en se disant, mais tiens, si lui l'a fait, je pense que je vais pouvoir le faire, peut-être faire même mieux, mais sans être dans une volonté d'écraser ou de rejeter ou de les considérer comme des ennemis. Tu vois? C'est tu te dis, bon, mais ok, dynamique unitaire, si lui l'a fait, que moi j'ai envie de le faire, j'y vais, mais je peux aussi peut-être l'aider. Mhm. Et quand tu fonctionnes ainsi, intérieurement, tu t'allèges. Tu sens que tu es dans une forme de bienveillance, donc tu t'alignes, tu vois, intérieurement. Et ça, c'est un point important, c'est que quand tu gardes cette dynamique positive, tout en étant peut-être, voilà, il y a une entreprise à faire tourner, en effet, il faut faire du chiffre, il y a des concurrents, entre guillemets, ben, en effet, il faut quand même aller voir ce qu'ils font et avancer peut-être plus rapidement qu'eux, si tu veux, évidemment, progresser et peut-être être plus productif. Je trouve que tu peux avoir ce fonctionnement-là en disant, ben, ok, on peut aussi travailler avec eux et être positif dans notre fonctionnement. Après, c'est aussi un piège, j'ai l'impression parfois de toujours vouloir aller plus vite que les concurrents, se développer plus vite, etc. Parce que je me faisais la réflexion là récemment, le monde va plus vite qu'il y a 40 ans, qu'il y a 10 ans, même qu'il y a 300 ans, tout va toujours plus vite. Mais on gagne pas plus de temps, puisqu'au final, tout va plus vite autour de nous. Donc, c'est pas pour ça qu'on gagne plus de temps. Donc, tu vois, c'est cette course à toujours la rapidité d'exécution, je pense qu'elle est infinie. Et peut-être que dans 50 ans, on aura, même dans 10 ans, on aura des agents IA ultra performants qui iront encore plus vite, on va délivrer nos clients encore plus vite. Mais si tout le monde fait ça, au final, ça ne nous fait pas gagner plus de temps. Alors, ce que tu dis amène justement, mais tu as évoqué l'IA. Alors, l'IA, en effet, va nous soulager. Alors, est censé, je le mets dans une forme de conditionnel, est censé nous soulager et nous donner du temps, puisqu'on sait qu'en effet, ça va remplacer tout un tas de tâches que nous faisons actuellement. Hein, tu vois. Donc ça, génial. Maintenant, la question, c'est ce temps-là disponible, à quoi va-t-il nous servir, tu vois? C'est-à-dire que s'il est utile, ce que je vois malheureusement un peu aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un travail idem sur soi à faire, s'il permet juste de passer 4 heures de plus sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme de streaming, à mon avis, franchement, non seulement on va perdre des compétences, puisqu'on ne saura plus faire certaines choses, évidemment, hein, c'est comme l'entraînement, si tu pratiques plus, tu ne sais plus faire, hein, donc la fonction, tu la perds. Mais en plus, si on va, entre guillemets, se mettre en mode passif devant des réseaux ou devant... voilà, même si moi j'adore les réseaux, je suis ultra connecté, mais j'essaie de vraiment cadrer, parce que sinon j'en deviens addict, comme tout le monde, hein, tu vois. Et pour terminer là-dessus, je me dis qu'il y a vraiment, peut-être, alors restons sur une vision positive, c'est que je me dis finalement, l'IA va nous soulager de toutes les tâches, pas en 10 ans, hein, mais d'ici 50, 100 ans, toutes les tâches, on va dire, certainement informatiques, les tâches manuelles, à terme, il y aura certainement des robots humanoïdes, si on va un peu plus loin. Hein. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Pas grand-chose. Et moi, je pense qu'on passera, alors c'est une vision très personnelle, on passera d'une forme d'homo economicus aujourd'hui, qui détruit d'ailleurs beaucoup d'individus, puisqu'on a mis notre physiologie au service de l'économie. Donc, c'est un peu, évidemment, un peu complexe, vers peut-être l'homo spiritus, c'est-à-dire finalement, il ne nous restera plus que la spiritualité, l'âme, parce que tout le reste, toutes les maladies seront soignées. On le sait, tôt ou tard. Voilà, parce que l'IA fera que on pourra changer ce qu'on veut, les cancers seront... C'est plus ou moins ce qui est en projection. Alors, je ne maîtrise pas suffisamment, mais on le sait, plus ou moins, tout ça sera rapidement soigné d'ici 50 ou 100 ans. Donc, peut-être qu'on aura du temps, justement, pour aller chercher et passer du temps sur cette spiritualité, ou en tout cas, une forme d'homo spiritus, tu vois, qui ne sera plus qu'une dynamique plus élevée en termes de vibration, tu vois, et de fréquence de vibration plutôt. Je te rejoins aussi sur cette vision-là. Après, il y aura peut-être les deux façons. Soit développer sa spiritualité, comme tu dis, ou soit malheureusement se perdre et laisser notre âme aux réseaux sociaux, aux écrans, et ne jamais développer, ne jamais se connaître vraiment. Mais... Bon, j'espère qu'on sera plus sur la première option, parce que c'est quand même... Ouais. Moi, je crois dans l'aspect amélioratif de toutes ces évolutions-là. Parce que quand on vraiment réfléchit avec objectivité, on revient même... Il y a 20 ans, on nous enlève 20 ans à tous les deux, la société a évolué vers beaucoup de positifs. Tu vois, moi, j'aime pas ces visions un peu nostalgiques, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, on voyage beaucoup plus qu'à 20 ans. Internet a libéré. Tu vois. J'en suis le fruit, tu vois. Jamais j'aurais pu faire cela sans Internet. Ne serait-ce que des contacts, photos parce que j'ai été
modèle fitness pendant plusieurs années. Tous les contacts photos, c'est Facebook, tu vois. Sans Facebook, qu'est-ce que je fais? Je suis à Foix, peut-être un peu Toulouse, et j'en sors pas, tu vois. Parce qu'après, nouer des contacts, à l'époque, tu ne pouvais pas. Donc, on oublie un peu tout ça. Hein, on Totalement. oublie et voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est sans fin, tu vois. L'IA amène un spectre de possibilités, mais incroyable, tu vois. Je te rejoins sur ça aussi. C'est facile de créer des opportunités aujourd'hui, comme ça n'a jamais été aussi facile, je pense, dans l'histoire. Alors, il y a à peine 20 ans, il fallait connaître le cousin de l'ami Ouais. pour monter une entreprise. Aujourd'hui, tu demandes à ton agent IA de structurer ta boîte, voilà, ou tu envoies un message sur LinkedIn et tu peux rencontrer la bonne personne. Nous, on s'est connus sur Instagram. Exactement, voilà. Tu peux envoyer un message, on se retrouve à faire cet enregistrement d'épisode aujourd'hui, donc c'est merveilleux. Il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Non. C'est pour ça que, tu vois, clair. c'est vraiment, moi, je trouve, une révolution. Alors, réseaux sociaux, c'est déjà un grand changement dans la capacité d'avoir des opportunités. Et l'IA, tu es dans une révolution, mais extraordinaire. Je pense qu'on le touche même pas du doigt encore aujourd'hui. En tout cas, c'est un sujet personnellement qui me passionne en ce moment. Je me forme beaucoup sur ça. Je développe des agents IA pour le studio. Et D'accord. là, ça fait 1 mois. J'essaie de m'y pencher 1 à 2 heures par jour. Ouais. C'est exceptionnel, le gain de temps, mais surtout le gain de qualité. Tu vois, je fais beaucoup d'interviews, le format interview du studio pour certains clients. Mais voilà, tu fais une visio de préparation avec une personne. L'IA te traite le transcript de la visio. Elle te sort un plan d'interview. Tout est... c'est génial. Ouais, c'est génial. Après, évidemment, je retouche derrière. Oui, tu repasses sur la voie. Il faut repasser derrière, et j'en suis qu'au début. Ouais. Ouais. Mais je fais attention aussi à pas m'éparpiller, parce que parfois j'ai tendance aussi à créer des fonctionnalités qui ne seraient pas utiles, quoi. À vouloir faire des automatisations qui me prennent plus de temps à les mettre en place qu'un simple copier-coller, tu vois. Mais oui, ça ferait gagner beaucoup de temps et de qualité de travail, de livraison. Donc, ouais, sur le plan entrepreneurial, tu vois, tu as cet aspect, en effet, tu vois, productivité, du coup, finalement. Et si on va un peu plus loin, tu vois, puisque l'individu, tu vois, toute aventure entrepreneuriale, c'est avant tout une aventure humaine. Et si on en revient à l'individu, finalement, tu vois, tous ces agents-là qui vont nous faire gagner du temps, vont nous permettre de nous alléger, on disait, sur un contenu plus technique, assez théorique, et en même temps, ça va nous obliger de manière assez rapide, donc à court terme, à faire un travail de savoir-être. Parce que finalement, la seule valeur qui sera une valeur ajoutée, ça sera l'être humain, c'est-à-dire la personne qui va présenter le contenu IA. Parce qu'aujourd'hui, tu me demandes un plan quel qu'il soit, je vais sur un agent chat ou Grok ou ce qu'on veut, voilà, les agents les plus connus, il va le sortir. Par contre, la capacité d'abord à le contrôler quand même, et ensuite à le mettre en avant, ça restera l'élément que l'être humain maîtrisera et possédera toujours. Tu vois. Donc finalement, quand je reçois des jeunes souvent en dédicace, on échange un petit peu, il arrive qu'on évoque ce thème-là, et souvent je transmets cette vision-là, c'est attention, travaille d'abord sur toi. Alors, l'intériorité, ça on le sait, mais surtout sur le savoir-être, c'est-à-dire la capacité à t'exprimer, la capacité à structurer un oral, une forme de connexion aussi avec l'autre que tu vas développer dans ce que tu mettras en avant, puisque tout ce qui est théorique et technique, tu sais que l'IA va te le gérer. Ouais. Donc, il y a quand même finalement un retour, tu vois, sur le développement de qualité, tu vois, intrinsèque à l'être humain, qui seront plus dans une dynamique de transmission, tu vois, plus que de recherche, tu vois, ou d'éléments plus différents. À mon sens, tu vois. D'un point de vue business, comment ça se matérialise? Eh bien, moi, la vision que j'en ai, et c'est celle qu'on peut observer, c'est que l'information, elle est accessible d'une manière ultra rapide, à la vitesse de la lumière. Donc, l'information n'est plus un sujet, tu vois. Avant, on voyait des vidéos YouTube où certaines personnes qui disaient, voilà, les 3 piliers de la confiance en soi. Bon, ça, il suffit de demander à Chat ou Claude. Par contre, ce qui fera la différence, c'est pour te rejoindre, c'est l'unicité de la personne et un peu le personal branding, pour prendre des mots à la mode. Oui, aussi, tu vois, la marque personnelle. Et toi, t'en es conscient, mais ça fait plusieurs années déjà que tu la développes, ta marque personnelle, sans vraiment le vouloir, mais c'est le cas sur tes réseaux. Tu lances aussi ta chaîne YouTube. Donc voilà, c'est super pour ça. Et c'est pour ça que je développe mon podcast aussi. Parce que les gens qui vont nous suivre, ils nous suivront de plus en plus pour nous, notre personnalité et ce qu'on fait dans la vraie vie. Je pense que les gens aimeront de plus en plus voir la vraie vie, nos réalisations matérielles, on passe à l'action, et pas juste des discours théoriques, parce que ça, comme tu dis, l'IA nous le transmettra. Tous les éléments sont... l'IA saura les trouver. Et tu as raison, et cette identification, et ça va, je pense, s'accélérer, parce que quand la balance, évidemment, on connaît le système, penche d'un côté, automatiquement, elle a besoin de se rééquilibrer. Donc si l'IA, et c'est le cas, plus l'IA prend de la place, plus les personnes, et c'est aussi notre cas nous, puisqu'on fait partie de
de ces individus-là ont besoin d'aller chercher finalement du lien humain, de l'identification, des personnes qui ont vécu les choses, tu vois. C'est ça. Et finalement, ça rejoint ce que tu dis, c'est que, en effet, ce besoin d'identification, et par rapport à ton podcast, c'est le cas, c'est que finalement, ils viendront voir Julien, et non, le nom du podcast passera en deuxième partie, tu vois. Ce qui est normal. C'est normal, mais finalement, ça l'a toujours été, ça, tu vois. Mais je pense que ça risque de s'accélérer un tout petit peu parce que justement, on est noyé dans ce qu'on appelle l'obésité informationnelle, tu vois, avec ce flot permanent qui pousse beaucoup à s'en couper aussi. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent en off, parce que c'est pas souvent très positif en plus. Ouais. Donc tu vois ce que je veux dire. C'est le piège des algorithmes aussi. Forcément, parfois, on peut vite se faire enfermer dans des algorithmes pas positifs. Et ça, c'est terrible. Clairement. C'est terrible parce que tu parlais des vibrations, on va en parler, mais j'imagine que c'est des maths, les vibrations. C'est sûrement de la physique, des fréquences, quantique, des fréquences. Forcément, si tu vibres bas, tu attires des choses un peu basses et ça peut vite être un cercle vicieux. Donc il faut se méfier. On va en parler. Je reviens juste sur les 10 piliers de ton livre. Donc tu as parlé de la gestion du stress, de la confiance en soi. Tu nous as donné des clés et il y en a plein d'autres dans ton livre. D'ailleurs, je me permets de le sortir, il est là. Tu me l'as offert. Merci, merci beaucoup. J'ai hâte que tu le dédicaces. Avec plaisir. Révolution intérieure, voilà. Il est la couverture où on te voit en fond. Les 10 piliers d'une transformation réussie. Christophe Cano. Donc je l'avais téléchargé en format e-book. Donc je l'ai pas mal lu au final. Pendant ces quelques jours de préparation de notre entretien. J'ai notamment bien lu la préface. Donc, tu vois, je vois tout vient toujours de l'intérieur. Et dans cette préface, tu as une phrase « Être heureux n'a pas d'importance, je souhaite seulement être conscient ». Qu'est-ce que tu veux dire à travers cette phrase ? C'est une phrase qui revient d'ailleurs, pas de la même manière dans le livre, mais qui est pas un mantra, mais l'équivalent. Alors, être heureux, est-ce que ça existe réellement ? C'est un sujet de philosophie certainement, alors que je maîtrise pas obligatoirement, mais un sujet millénaire, puisqu'être heureux, ou la notion de bonheur, puisque être heureux, c'est vivre dans le bonheur. Est-ce que le bonheur existe ? Il faudra en débattre, tu vois. Moi, j'y crois quand même à ce bonheur-là, c'est-à-dire ce bonheur, pour moi, ce n'est pas le bonheur matériel d'avoir tout ce que l'on veut quand on veut, voilà. Même si l'argent permet d'optimiser, d'améliorer les conditions de vie, mais ne permet aucunement ni d'améliorer sa vie, ni d'être heureux. Alors, je pourrais donner des exemples à foison de personnes en coaching que j'ai eues, qui avaient des moyens illimités et qui pleuraient en séance. Donc, voilà, sans citer de nom, et qui sortaient d'années de burn-out, alors qu'ils avaient, c'est même pas 6 chiffres, c'est 7, pas milliardaires, mais multimillionnaires. Voilà. Donc, voilà. Et donc, cet aspect-là, pas le bonheur. Par contre, être conscient, c'est-à-dire finalement être dans le moment présent, être connecté, ça amène un équilibre. Et ça, c'est ma vision. Et ça, c'est ce que j'ai découvert en 5 ans. Finalement, et on pourra finalement revenir à un élément idem transversal, c'est le moment présent. La conscience amène le moment présent et permet cette sérénité permanente, ce socle solide, qui, même si des fois, ça bouge un peu à l'extérieur, c'est-à-dire que des événements extérieurs viennent un peu, faire bouger tout cela, l'intériorité, elle, est toujours alignée, toujours costaud et toujours dans une dynamique stable. Et c'est un peu ce que je veux dire dans être conscient. Être conscient, c'est finalement être présent. Et ça change tout. Ça change tout. Et le reste, finalement, c'est idem la leçon de tout cela, le reste, on est déjà complet. C'est-à-dire que le reste, ce n'est qu'un jeu. Voilà, on gagne, on perd. Quand on gagne, c'est mieux, mais quand on perd, c'est pas grave, on rejoue là pour le rejoue, et puis la prochaine fois, on gagnera. Est-ce que pendant tes années d'introspection et de descente, comme tu le nommes, tu t'es fait peur ? Très bonne question. Est-ce que j'ai eu peur ? Alors, avant de répondre complètement à ta question, moi, je suis à la base quelqu'un qui a déjà beaucoup de peur. On n'en vient pas à ce type de travail pour rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un terrain instable. C'est pour ça qu'on veut le stabiliser. Mais en général, on l'est tous. Certains le découvrent, l'acceptent. D'autres, peut-être, sont en état de déni. C'est encore un autre sujet. C'est notre sujet. Mais est-ce que j'ai eu peur ? Non, parce que je sentais, ou est-ce que je me suis fait peur ? Ouais, jamais, parce que je sentais qu'il y avait une cohérence. Je sentais au fond de moi-même, même si j'ai quand même douté. Douter, oui, peur, non. Parce que il y avait un objectif, et je savais que j'étais pas à tonnerre pour rien.
et qu'il y avait une forme de réalisation qui allait se faire ici, même si des fois, je t'avoue que les pratiques que je faisais pour le cartésien que je suis étaient assez surprenantes, tu vois. Mais non, jamais, c'est pas arrivé. Tu faisais quoi comme pratique Si on reprend ces 4 années, tous les matins, moi j'avais mes routines matinales, 1h10, 1h30, souvent version longue, pour ceux qui liront le livre, c'est-à-dire 1h30, sur les jours où je ne travaillais pas. Quand je travaillais, c'était 1h05, 1h10, avec du cardio à jeun, avec de la méditation, de la cohérence cardiaque, de la visualisation, douche froide, que j'ai toujours évidemment conservé. Et il m'arrivait même des fois, alors ça c'est plus original, de chercher la connexion aux arbres, parce qu'on connaît les effets, les effets positifs de l'arbre. Et tous les matins, lorsque je marchais, j'allais toujours voir le même arbre, qui était au bord du canal de Bourgogne. Et alors, il n'y avait pas d'échange, on ne parlait pas à l'arbre, tout ça, hein, mais même si on peut le faire, hein, parce que quand on va chercher l'énergie d'un arbre, il faut lui demander. Voilà. C'est un peu plus ésotérique, mais donc voilà, c'était une habitude. Et là, il y a eu quelques moments où je me suis dit, bon, peut-être que tu vas un peu trop loin. Mais finalement, au jour d'aujourd'hui, non, je le pense plus. Tu vois, sur les premières années, j'avais ces doutes-là en me disant, bon, est-ce que tu fais, est-ce que ça va te servir à quelque chose? Et avec le recul, ça a servi à tout ce que je suis aujourd'hui, à tout ce que j'ai pu mettre en avant au travers de ces supports. Je me permets de citer 3 citations justement, en page numéro 3 de ton livre. La première, c'est de Nietzsche. Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. Deuxième, Khalil Gibran. La lumière entre par la brèche de vos failles. Et la troisième citation de Victor Hugo. Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Est-ce qu'il y en a une qui te parle plus que les autres, que tu aimerais développer? J'aime beaucoup celle de Nietzsche. Alors j'aime les 3 d'ailleurs, comme tu l'as dit, elles introduisent l'évolution intérieure. Donc si je les ai choisies, c'est que j'ai fait un tri parmi une vingtaine de phrases que j'avais en tête ou relevées, tu vois. Et je trouve qu'elles sont toutes en lien, évidemment, avec le contenu qui suit. La première, Nietzsche, avec cette lumière qui jaillit toujours d'un chaos, je trouve qu'elle est vraiment révélatrice de tous les parcours de vie des individus qui, à un moment donné ou à un autre de leur existence, génèrent soit un contenu, ça peut être des peintres, des écrivains, des chercheurs en tout genre, ou se transforment et vont vers un épanouissement lumineux. Tu vois, cette citation, je l'embrasse vraiment à bras ouverts, c'est-à-dire qu'elle correspond vraiment à ce qu'on perçoit quand on arrive à cet état dépasser cette révolution intérieure. C'est-à-dire que ça vient toujours d'un chaos. Il faut qu'il y ait un mal-être, il faut qu'il y ait un besoin de se transformer, et surtout qu'on arrive à l'évaluer et être conscient, d'où la dynamique de prise de conscience de ce chaos. Parce que très souvent, le chaos, il est chez tous les individus. L'enjeu, c'est d'en être conscient. Voilà, tu vois, et de ne pas être dans le déni. Donc c'est un peu ma vision, et cette première citation, je trouve qu'elle est d'une limpidité et d'une efficacité assez extraordinaire dans la transmission de son contenu. Belle, limpide, efficace. Ouais, j'aime beaucoup aussi. C'est quoi le chaos? Chaos intérieur, du coup. Oui. Le chaos intérieur, moi je pense que c'est quand tu n'es pas connecté. Quand tu n'es pas connecté, c'est-à-dire lorsqu'à un moment donné, je vais préciser parce que ça veut la connexion à soi, peut-être pour beaucoup de nos futurs auditeurs. C'est quoi pour toi? La connexion à soi, c'est lorsque tu sens que vraiment tu es aligné. C'est par exemple l'ancrage. Un moment d'ancrage, c'est quoi? Ou de méditation d'ailleurs. C'est lorsque je viens, toujours par la pensée évidemment, tout simplement, habiter l'enveloppe corporelle que j'ai et qui est finalement que la porte d'accès à ce qu'on appelle l'âme ou la conscience. Donc, se connecter à soi, c'est se tourner plutôt vers soi. C'est se dire, je viens chercher ici, alors ici, je visualise parce que très souvent, et moi j'en suis d'ailleurs fan, je vais chercher les battements cardiaques parce que ça permet un alignement rapide et en plus tu sens les vibrations qui sont générées, les fréquences vibratoires générées par le cœur. Tu as cette connexion qui se fait rapidement via notamment cette porte d'entrée que peut être le cœur. Donc pour te répondre, être aligné, être connecté à soi, c'est finalement tout simplement se tourner vers ce qui se passe à l'intérieur qui permet d'accéder à des choses un peu plus spirituelles, un peu plus métaphysiques. Et là, tu perçois ce que c'est que l'intériorité. C'est accessible là, immédiatement, moment d'ancrage, on s'arrête, on se retourne. On essaie de se concentrer en laissant les pensées progressivement se calmer, puisqu'on n'arrête pas les pensées. Les pensées, soit
on les détourne, soit on les canalise, mais les pensées et le cerveau ne s'arrêtent jamais. Donc, il faut juste arriver à se calmer et aller chercher vraiment ce qui se passe. Et ça, répéter en pratique quotidienne, amène une véritable connexion à soi. C'est pas en une fois, évidemment, qu'on a des résultats. Hein. C'est comme le sport, ce sont des années, des décennies de travail, à l'image des moines tibétains, à l'image de tout un tas de personnes qui, elles, se sont dédiées à ce type de pratique méditative, on va dire. Hein. C'est un muscle qui se travaille comme n'importe quel muscle. Le parallèle avec le muscle est vraiment intéressant parce que on sait, alors, selon les recherches évidemment faites par des neuroscientifiques, que la méditation, hein, qui est plus ou moins l'art, alors pour certains de se foutre la paix, ou l'art de muscler aussi finalement le cerveau, on sait qu'au bout de 8 semaines de pratique quotidienne d'environ 20 minutes par jour, nous avons une transformation, en tout cas une première évolution des structures neuronales via les processus de neuroplasticité. Tu vois ? Donc 8 semaines, c'est assez court. Concrètement, on sait qu'on a des neurones qui fonctionnent un peu mieux et sont moins dans une dynamique de stress, par exemple, dans meilleure concentration. Je schématise, hein, mais c'est cela. Donc c'est pas très long, hein, tu vois. C'est clair, c'est accessible. Ouais. J'aimerais aborder un dernier point, peut-être un dernier pilier, qui est le lâcher prise. Alors souvent, on a une image du lâcher prise comme si on allait dans un temple bouddhiste ou voir des moines tibétains pendant une semaine et ne rien faire à part méditer, mais c'est pas forcément ça le lâcher prise. Le lâcher prise, comme tu le dis dans ton livre, on peut l'appliquer à son quotidien, c'est ce que tu as fait. Et je me permets de citer une phrase qui est dans ta préface aussi. J'ai longtemps cru que le contrôle me protégeait. Grande erreur. Comment on fait pour réaliser que le contrôle ne nous protège pas ? Lâcher prise, tu remarqueras qu'il arrive sur la partie finale du livre. Hein. Je crois que c'est le pilier, je ne dis pas de bêtises, dans cette visualisation, il est au 8e, je crois, le 8e pilier. Donc c'est sur la partie, on va dire, finale du livre, les 3 derniers piliers. Le lâcher prise, c'est souvent ce que l'on amène, on va dire, ce qui découle un peu de tout ce qui est fait en amont. C'est-à-dire que lâcher prise, c'est finalement la capacité à alléger son quotidien en se disant, finalement, tout cela n'est qu'un jeu, le plus important est ailleurs, si on pense quelque chose de plus important. Ou tu es déjà complet et ne cherche pas vraiment à t'entourer de tout un tas de choses matérielles, parce que tout ce qui a de la valeur est là, c'est toi la valeur. Donc quand on arrive déjà à intégrer réellement cela, via toutes les pratiques qui sont évoquées, le lâcher-prise se met en place presque automatiquement. Donc c'est presque un élément transversal, là, tout cela. Un peu comme la gratitude, tu vois. Gratitude, idem, pilier numéro 9 de mémoire. Tu peux le mettre un peu à toutes les sauces, ou la mettre un peu à toutes les sauces, cette gratitude. Donc lâcher-prise, on peut l'opposer au contrôle, parce que souvent, en contrôlant, en effet, on se met un niveau d'exigence qui est très élevé, qui souvent génère une déconnexion vraiment à ce que nous sommes, mais il peut être aussi concomitant, tu vois, c'est-à-dire un contrôle allégé. Donc là, je le verbalise ainsi dans la préface, mais un contrôle qui est allégé, voire même qui disparaît, et un lâcher-prise qui apparaît. Mais lâcher-prise, très souvent, ne peut être mis en avant que s'il y a un travail d'intériorité déjà existant. Tu vois ? Que si tu arrives à gérer ton niveau de stress, que si tu as un niveau de confiance en toi qui est cohérent. Tu vois ? Donc c'est dans la construction, opposé, bon là il fallait le mettre en avant ainsi parce que c'était plus clair, mais je pense que c'est un travail progressif. Moi je donne l'exemple dans le livre finalement de ce moment où j'étais en train de lire, entre autres, il n'y a pas que celui-ci, mais Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui a été un livre que j'ai énormément étudié sur les 3 premières années de cette révolution intérieure, parce qu'il m'a apporté beaucoup de notions, et notamment le fait qu'en se connectant au moment présent, finalement tu lâches prise, parce que le reste n'existe plus, tu n'es pas en train de te projeter dans le futur avec pleine peur parce que tu ne sais pas ce qui va se passer le lendemain, tu n'analyses pas le passé en ayant des remords ou des regrets, tu es là. Et finalement, tout s'arrête et lâcher prise à lui. Et je donne cette expérience-là où, pour la première fois de ma vie, vraiment, je me suis mis à regarder ce qu'il y avait autour de moi. Tu vois. Ah tiens, ce petit détail, j'étais devant l'église Saint-Pierre de Tonnerre, qui est un magnifique monument architectural et religieux. Waouh! Et en fait, le lâcher prise, je l'ai ressenti uniquement sur cette dynamique, présence dans le présent, capacité à contempler ce que tu as autour de toi, et non plus dans une volonté de contrôler, de me dire, oh là, qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce qu'hier j'ai suffisamment travaillé ou pas, tu vois? Donc en effet, on peut le poser au contrôle, mais à mon sens, c'est vraiment
lâcher prise, c'est quelque chose de très très simple à partir du moment où on a les bons outils pour le mettre en place. Est-ce que tu as un autre moment qui t'a marqué pendant ces 5 années d'introspection à Tonnerre que tu voudrais nous partager? Alors oui, il y en a un dont je veux parler, mais il n'est pas à Tonnerre. Il est à Jérusalem. Alors, Jérusalem, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'en ai beaucoup parlé puisque je crois que j'ai fait 6 posts complets, alors que j'y suis resté 6 jours. Hein, c'est pas très très long. Et je sais que j'ai eu énormément de retours, de questions, parce que j'ai fait tous les lieux saints, sauf alors, les lieux saints des 3 religions du livre, donc islam, christianisme et judaïsme, sauf l'espace des mosquées sur laquelle je n'ai pas pu rentrer pour des raisons de sécurité, puisqu'il y avait eu des émeutes la veille. Donc j'ai fait tout cela en 6 jours, à un rythme costaud. Et dans le livre, je l'évoque sur le pilier de la spiritualité, où j'évoque mon arrivée, donc le premier jour à Jérusalem, sur la place qui est devant le Saint-Sépulcre, donc l'église du Saint-Sépulcre. Donc l'église du Saint-Sépulcre, c'est l'église qui abrite le tombeau du Christ. Un complexe assez incroyable, qui n'est pas très très grand, mais qui est d'une richesse vibratoire. Alors là, ceux qui ont du mal à percevoir cela, il faut aller à Jérusalem, il faut aller devant le tombeau du Christ, qui est un monument incroyable, sous un dôme magnifique. Et donc moi j'arrive le dimanche, et je me rappelle le premier jour, le dimanche, j'arrive sur la place, je pénètre donc dans cette église, en passant devant la pierre où avait été allongé le corps du Christ avec des dizaines de croyants agenouillés. Et puis j'entrevois le tombeau qui est un bloc assez imposant. Je m'approche, puis je reste un petit moment devant. Il y avait un peu de monde. C'était dimanche, donc messe aussi à 16h, messe très très suivie en général. Et là, tout s'arrête. Là, j'ai un truc j'étais fatigué, j'avais dormi 4 heures, le vol était la veille. Ça s'arrête, c'est-à-dire plus de pensées parasites. Qui a toujours été assez impacté par des ruminations, tu vois, depuis tout jeune. Là, plus rien. Je suis devant ce tombeau qui est en plus très très bien décoré sur sa partie antérieure, et je regarde le dôme. Je me dis, waouh, finalement, tu es venu ici juste pour ça. J'avais fait 4000 bornes, tu vois, un voyage réservé 3 semaines avant, avec des soucis parce qu'on savait qu'il y avait commencé à avoir des tirs de roquettes du Hezbollah sur l'aéroport Ben Gurion, donc le risque de ne pas pouvoir repartir. Et là, je m'arrête, je m'assois, des petits bancs en pierre, et je suis resté au moins 1 heure, juste à regarder, en entendant le brouhaha, tu vois, des pèlerins, tu vois. Et je me suis dit, finalement, voilà, fallait que tu viennes ici pour comprendre cela, en fait, pour que ton intériorité, finalement, s'enrichisse, tu vois. C'est-à-dire, la foi, puisque moi, je suis catholique, donc croyant, et vraiment, en plus, pas prosélyte, mais une volonté de faire connaître à la jeunesse cette richesse, cette richesse culturelle, civilisationnelle, qui est liée à cette religion. Donc, j'ai saisi qu'en fait, voilà, ma mission, elle était aussi dans la transmission de cela. On verra ce que le futur nous dira. Hein. Peut-être, je me rapprocherai peut-être sur de missions d'ordre religieux, je ne sais pas. Mais il s'est passé quelque chose. Voilà. En termes de foi, en termes de connexion à moi-même, et en termes de capacité finalement à développer, à stimuler mon intériorité devant ce tombeau-là du Christ. Et j'ai eu un peu la même chose devant le tombeau de Marie, qui n'est pas au même endroit, qui est un peu à l'extérieur de Jérusalem, qui est un lieu beaucoup plus intimiste. Très peu de monde. Voilà. C'est en intérieur? Oui, alors c'est une grotte carrément. Là, il faut aller en souterrain, mais ça a été aménagé sous forme de lieu religieux, donc une forme d'église. Et bon, je le fais en cours parce que je pense qu'il faudra qu'on le traite sur peut-être une autre interview, ou même on me demande un livre sur vraiment l'expérience Jérusalem. Donc j'y réfléchis, pas sur la quête de soi. Je pense qu'il y a un truc à faire autour de ce thème. On pourra au moins faire une autre interview avec grand plaisir sur ce thème-là. Écoute, quand tu le souhaites. Et Marie, alors j'ai eu cette chance-là, j'arrive, très peu de monde. J'échange avec un prêtre, grec orthodoxe, qui ont des physiques très spécifiques. Hein. Je vois un peu parce que ma copine est orthodoxe. Donc, ah oui. Le monde des prêtres orthodoxes, etc., des églises. Vas-y. Ah, c'est très spécifique, et ils sont assez froids. Hein. Il faut voir aussi qu'on est dans un lieu où il y a quand même toujours beaucoup de monde. Ils sont aussi gardiens des lieux. Hein. Donc il y a une notion sécuritaire. Hein. Ils vérifient qu'il n'y ait personne qui lâche une bombe, ou voilà. Donc ils sont quand même assez méfiants. Puis moi, je m'approche d'un d'eux. J'avais une question, je ne sais plus sur quoi. Je voulais acheter, je crois, un souvenir. Et lui, donc, me répond. Et finalement, il m'offre. Alors, je voulais acheter à la base. Hein, je voulais juste un renseignement. Il m'offre
d'abord un morceau d'olivier qui avait été pris juste à côté. Il m'offre également un morceau de pierre, donc qui n'était pas du tout à la vente, qui avait été pris là sur le site du tombeau de Marie. Et ensuite, il me dit, je voudrais vous montrer quelque chose, en anglais, hein, il s'exprimait. Et il me fait monter un peu plus haut, par chance, personne ne nous a gênés, et il m'ouvre 2 rideaux, et là, il y avait le tombeau des parents de Marie et de Joseph, qui n'était pas accessible au public. Donc, et c'était alors vraiment tout écrit en araméen. Donc, il y avait de mémoire, il y avait Joseph, évidemment, le père, alors non pas biologique pour ceux qui sont croyants de Jésus, le mari de Marie, on va dire, la Vierge Marie. Et de l'autre côté, il y avait le tombeau des parents de Marie. Tout ça caché, hein, c'était pas accessible. Et donc, on a discuté une demi-heure, et vraiment, il y a eu une connexion avec cet homme-là, qui, moi, m'a déstabilisé. Et pour conclure, moi, j'y suis allé en tant que touriste, vraiment. J'ai pris d'ailleurs un hôtel de touristes à Jaffa Street, un peu plus haut, qui est une des grandes avenues de Jérusalem, pas est, mais partie nouvelle. Et j'en suis rentré vraiment en tant que pèlerin. C'est-à-dire que, voilà, je me suis dit, waouh, intérieurement, religieusement, il s'est passé des trucs puissants. C'était avant Tonnerre, en Bourgogne ou Pendant. C'était pendant. C'est pendant les 4 années qui ont précédé l'écriture du livre. C'est pas arrivé par hasard. Le fait d'avoir cette connexion à Jérusalem avec Dieu, si on peut dire, comment tu l'as perçu par rapport à tout le travail intérieur que tu avais fait et la spiritualité personnelle? Ce qui est important d'ailleurs qu'aussi les auditeurs sachent, c'est que ces 4 années, je l'ai un peu évoqué déjà, ont été des moments non linéaires et plutôt sinusoïdaux. Hein. C'est-à-dire que dans la construction, c'est pas une droite de progression intérieure telle qu'on pourrait le faire en mathématiques ou dans différentes disciplines plus scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une succession finalement d'éléments qui se juxtaposent progressivement et qui amènent donc à une prise de conscience d'abord, clairement, elle avait déjà eu avant, à une connaissance intérieure, une connexion progressive de plus en plus limpide, de plus en plus évidente, une meilleure gestion de tout ce qu'on évoque dans le livre, gestion du stress, confiance en soi, l'estime de soi aussi, hein, tout ça, ça participe à la progression, tu vois, et qui amène finalement à l'événement que tu as évoqué un petit peu tout à l'heure. C'est le jour où je me suis retrouvé sur ce parquet, je sortais de mon entraînement de tennis, je rentre chez moi, j'étais là pour m'étirer, et à un moment donné, je me mets au sol, évidemment, pour certaines positions, et là, je m'allonge, je me dis, waouh, et tout s'arrête. C'est-à-dire, je pouvais, et pas non plus inanimé du tout, hein, j'étais totalement éveillé, le corps réagissait plus, et finalement, c'est à ce moment-là que j'ai compris finalement tout ce qui s'était passé. Mais même si j'étais dans une dynamique introspective et une compréhension finalement partielle, j'en avais pas la conscience totale. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que j'écrive là-dessus. Et surtout, j'ai compris que la révolution était, comme je dis dans le livre, terminée. Donc, ensuite, c'est la Renaissance qui suit. Tu vois, il faudrait peut-être un bouquin sur la Renaissance, mais il faudrait des axes aussi, puisque mon objectif, c'est transmettre et pas faire d'autobio, hein, tu vois. Donc voilà, tu vois, donc c'est par rapport à cela, c'est vraiment, j'entends à l'instant T qu'il y a une transformation qui se fait, mais comme tout est très long, on est sur des éléments intérieurs qui mettent des années, des décennies à réellement être intégrés. Le temps biologique n'est pas le temps des réseaux sociaux ou de ce qu'on peut voir, donc là, il faut un travail sur soi long. Et pour tout te dire, j'ai vraiment prise de conscience de cette transformation, de cette reconfiguration, au moment où je me retrouve sur ce parquet en disant, voilà, c'est fini pour la révolution, tu vois. Tu ouvres ton livre, quasiment sur les premières pages, sur une dédicace à mes alliés du monde invisible. Qui sont ces alliés? Alors, comme le dit le nom, ils sont invisibles, donc évidemment, j'ai du mal, moi, à percevoir encore, tu vois, au bout de 5 ans, qui sont-ils réellement? Moi, je pense que ces alliés du monde invisible, ce sont mes ancêtres. C'est très lié, très lié à mes grands-parents, qui sont tous décédés parce que âgés, hein, voilà, ils ont une belle vie, ils sont partis. Alors partis, c'est pas le terme que j'aime utiliser. Ils ont changé d'état physique. Voilà, j'estime que c'est une vision personnelle que j'ai appris aussi grâce à mes lectures, notamment, je recommande Stéphane Alix, hein, très connu. La mort n'existe pas. La mort pour moi est un changement d'état, finalement. Quand on l'intègre déjà, ça permet de soulager beaucoup de choses dans notre vie. Quand on se dit, bon, finalement, ce n'est qu'un état passager. Pour certains, la mort soulage. Hein. Personnes qui sont dans une vie qui ne leur correspond pas.
comme une chaussure un peu engoncée, un pied engoncé dans une chaussure trop petite. Donc la mort n'est pas cette chose négative qu'on met en avant en permanence dans nos sociétés. Bon. Et moi, j'estime que ce sont mes grands-parents, très liés à mon grand-père notamment paternel, à ma grand-mère maternelle aussi, qui m'ont guidé. C'est ce que je perçois. Je pense que, et ça, j'ai pas encore la réponse, il faudrait que je fasse un travail là-dessus, peut-être avec des médiums ou autres, savoir qui sont ces personnes qui m'ont guidé, qui m'ont poussé via des intuitions, hein, idem, notion qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui, mais on l'évoquera un autre jour, je pense, les intuitions, c'est-à-dire finalement écouter ce qui vous passe par la tête, entre guillemets, ce qu'on vous amène, ce que vos alliés du monde invisible vous apportent, et ne pas rester engoncé dans des normes ou bloqué sur des normes sociétales ou des peurs ou qui finalement vous amènent sur un chemin qui n'est pas le vôtre et qui vous rendent peut-être malheureux ou peut-être malade, même si on va plus loin, hein, parce que la maladie, hein, si on prend l'origine du terme, le maladie, hein, voilà, on peut le séparer en 3 mots. Et moi, pour moi, je pense que c'est cela. C'est un terme qui est fortement utilisé par Stéphane Alix, les alliés du monde invisible, par d'autres aussi. Et je trouve que finalement, quand on arrive à les écouter, idem, ça ne prend pas 3 jours. Hein. Les personnes qui lisent ou qui liront le livre, c'est un travail d'années. Hein, pour entendre, comprendre, il faut aussi qu'il y ait des manifestations un peu concrètes. C'est-à-dire des choses, des idées qui passent. Tu en as eu, toi, justement, sur tes alliés du monde invisible, c'est-à-dire tes ancêtres, par exemple, tes grands-parents, des manifestations concrètes? Physique, jamais. Alors moi, je fais partie de ceux, je ne vois rien, j'entends rien. C'est-à-dire que je n'ai pas de vision, parce que je sais que des médiums en ont. Moi, vraiment, peut-être mon esprit, mon cerveau analytique freine encore ou verrouille. Pour le moment. Pour le moment, voilà. Par contre, j'essaie de me fier à mes intuitions, tu vois. Et ce livre en est l'exemple même, tu vois, puisque tu en as parlé il y a 4 ans, mais jamais j'aurais pu imaginer écrire un bouquin. Je pensais ne pas avoir le contenu, peut-être manque de confiance en moi aussi. Et puis je n'avais pas ni l'envie. Oui, j'ai toujours aimé lire, passionné très jeune de livres, mais voilà, j'en arrive à ce livre-là, tu vois. Au bout d'1 an, le deuxième sort, je pense que tu l'évoqueras dans pas longtemps. Puis on part sur une trilogie, donc tu vois, je me dis, à un moment donné, comment est-ce que j'arrive à me lancer là-dedans, tu vois. J'ai juste écouté mon intuition, tu vois. Donc pour moi, c'est plus ça. C'est plus écouter ce qui vient de l'extérieur et qui pénètre l'intérieur. Je sais que d'autres entendent des voix, des médiums ou autres, hein, tu vois, ont des visions. Hein. Je lis actuellement un bouquin de Didier Van Covelert qui s'appelle, qui parle, on va dire, de toutes les dynamiques un peu métaphysiques. Et ce livre-là, par exemple, traite de ces médiums qui, elles, reçoivent des esprits, notamment celui d'Einstein ou de Tesla, là, il parle beaucoup de Tesla, qui n'a pas pu finaliser ce qu'il voulait dans sa vie et qui se sert d'une médium pour transmettre un message à des vivants, tu vois. Alors, on y croit pas, mais quand on lit des auteurs tels que Didier Van Covelert, qui est un cartésien, ou Stéphane Alix, qui sont pas des farfelus, on va dire, hein, qui sont vraiment des personnages très scientifiques à la base, ça convainc. Ça convainc. Ouais. Totalement, et à force d'entendre des témoignages, on ne peut que acquiescer. Bien sûr, il y en a des dizaines de milliers. Hein. Des milliers. Des millions. Mais. Bon, moi, ça m'arrive parfois aussi de regarder certaines personnes que je suis depuis pas mal de temps sur YouTube, qui racontent des expériences de mort imminente, des sorties de corps, des médiums. Je pense que tu as déjà entendu ce genre de témoignages aussi. C'est assez bluffant. Et d'ailleurs, la semaine prochaine au studio, j'interviewe une personne qui a eu un parcours assez compliqué. À 7 ans, elle est passée en dessous d'une voiture, elle s'est écrasée. Elle a eu une expérience de mort imminente. Ce fameux tunnel très lumineux, elle le décrit et elle va nous en parler. Je pense que ça va être génial. Ouais. Ah ouais, ça va être passionnant. Est-ce qu'il t'est arrivé de prendre des décisions à première vue complètement farfelues en écoutant ton intuition? Alors non, parce que je pense que, on va dire de manière générale, non, je pense que j'ai encore, et c'est peut-être un élément sur lequel je dois travailler, parce qu'on est en perpétuel travail, en perpétuelle évolution, c'est pas un processus, c'est un processus, ce n'est pas une situation figée d'avoir fait une révolution intérieure ou d'avoir reconfiguré son intériorité. Non, parce que je suis à la base un cartésien, comme je l'évoquais, et cet aspect cartésien, ce cerveau analytique, finalement, m'a toujours guidé sur des éléments qui avaient un sens et une cohérence avec mon passé, tu vois. Étonnamment, tu vois, finalement, j'écoute, mais je filtre quand même ce qui arrive, tu vois. Donc, je pense que mon cerveau analytique doit filtrer
les éléments qui viennent à moi. Des idées farfelues, oui, ou folles, on va dire, mais à chaque fois, quand même, il y a volontairement un choix qui présente une cohérence avec finalement ma mission de vie. Parce que j'ai toujours été dans une volonté de transmettre et j'arrive aujourd'hui à pouvoir publier. C'est pas si facile de publier, hein, et surtout que ça se vende. Écrire, c'est quand même un exercice pas simple. Donc, tout cela est en totale cohérence et dans la droite ligne de ce que je fais depuis 20 ans, en fait, tu vois. Où je mets un contenu que j'enseigne depuis déjà des années, tu vois. Donc, j'allais te dire, vraiment, sur des choses folles ou farfelues, pas vraiment. Si tu étais face à un dirigeant, un chef d'entreprise, qui est très sceptique envers la spiritualité, envers les alliés du monde invisible, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, médite. Comment? Je dirais, assieds-toi sur un joli siège comme ceux sur lesquels nous sommes assis. Tu fermes les yeux, tu laisses toutes les pensées traverser ton esprit, tu laisses ton cerveau analytique fonctionner normalement, tu ne cherches pas à guider, à arrêter ou à t'opposer aux pensées, et progressivement, tu vas te concentrer sur tes battements cardiaques, et tu écoutes ton cœur. Et au fur et à mesure des semaines de pratique, tu vas comprendre que finalement, tu n'es qu'une enveloppe corporelle, certes, qui évidemment est le reflet d'une âme, mais que finalement, il y a quelque chose de plus fort. Il y a obligatoirement une force organisationnelle. Sinon, quel sens auraient nos vies? Tout ça pour rien, tout ça pour partir et laisser finalement rien du tout, puisqu'ensuite la nature récupère ce qu'elle nous a donné. Il y a des processus de décomposition, hein, donc si vraiment il n'y a pas cela, et comme la nature a horreur du vide en plus, donc tout cela ne serait que du vide finalement, tu vois. C'est ma vision. Est-ce qu'ils seraient convaincus? Ça, je ne sais pas, parce qu'il y a des personnes qui sont aussi dans un état de déni. Et lorsque tu fissures cette protection des fois qui est l'ego, c'est compliqué. Ça perd au niveau psychique, compliqué pour certains. Donc il faut les laisser aussi faire et leur donner peut-être quelques clés. Et ce livre en est une, tu vois, puisqu'il synthétise beaucoup d'enseignements millénaires, tu vois. Mais ça peut être aussi des fois la pratique sportive, hein, j'en parle dans le livre aussi, mais la pratique sportive, ça peut être d'autres voies d'accès à cette intériorité, tu vois. Mais dans tous les cas, il lui faudra des semaines, voire des années. Oui, c'est un chemin personnel de toute manière, et chacun y va à son rythme. Merci Christophe, on a parlé de business, de livres, d'entrepreneuriat, de spiritualité, de transmission. Si tu devais résumer en une seule phrase ce que selon toi les gens devraient retenir de cet épisode ou peut-être de ton livre ou de ce que tu essayes de communiquer au cours des dernières années, ça serait quoi? Je vais essayer d'en garder qu'une. Comme je suis bavard, je pourrais t'en donner quelques-unes, on va dire. Je vais essayer d'en garder qu'une qui, à mon avis, doit rester presque comme un mantra, tu vois, pour nos auditeurs, en tout cas ceux qui ont été sensibles à ce discours-là. C'est, si je m'adresse à eux, en les tutoyant, tu es déjà complet. Et je trouve que quand on l'intègre réellement, en tant que mantra, ça change une vie. Ça évite de courir après tout un tas de choses, comme j'ai pu le faire, attention, j'en parle parce que justement, j'ai vécu cela, que j'estime qu'on ne peut transmettre que si on a vécu. Ça stoppe cette course à l'échalote sur du matérialisme basique ou des transformations physiques folles, alors qu'en effet, il faut travailler le corps, mais rester dans des choses raisonnables et se concentrer sur des choses qu'on a plutôt à l'intérieur, parce que finalement, tout est déjà là. Et cette phrase, tu es complet, voilà, et calme. 3 mots. C'est même encore mieux qu'une phrase. Donc, trop bien. Donc, révolution intérieure, les 10 piliers d'une transformation réussie. Et le suivant, les pouvoirs de la nutrition, les 10 aliments anti-cancer les plus puissants. Voilà, exactement. Magnifique. Où est-ce qu'on peut te suivre, Christophe, si on veut, au-delà de tes livres, te découvrir à travers des conférences, du consulting, du coaching, puisqu'il me semble que tu en fais toujours un peu. Oui, alors coaching toujours un peu en ligne. Alors, la voie idéale, c'est les réseaux sociaux, puisque même si j'expliquais que, attention, il faut aussi savoir se connecter à soi, mais le lien à l'autre est central, je l'évoque idem dans le livre, mais le lien à l'autre est important et les réseaux sociaux le permettent. Donc, disponibilité sur les réseaux, Instagram, Snapchat, Facebook et du coup YouTube maintenant. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je parle du coup aux auditeurs, à m'envoyer des messages ou à m'écrire sur ces structures-là. Il y a un lien Linktree aussi qui permet d'avoir directement toutes les prestations, du coup d'acheter le ou les bouquins, celui ou ceux qui vous plairont, et d'avoir toutes les prestations proposées, notamment les conférences, tout ce qui est prestations de consulting ou éventuellement d'autres demandes diverses et variées. Le lien Linktree qui est très bien fait d'ailleurs, je suis allé le parcourir et c'est vrai qu'il y a tout.
tout ce que tu proposes, tout ce que tu fais, tout est très clairement présenté. Merci Christophe d'avoir échangé avec moi aujourd'hui. Merci pour ton temps, merci pour ton inspiration aussi, ta transmission, puisque c'est ce que tu as fait aussi, peut-être sans t'en rendre compte. Moi, tu vois, j'ai à peine 30 ans, sur ma 31e année, j'ai plein de choses à apprendre sur l'entrepreneuriat, et rien que le fait d'avoir discuté avec toi, ça a été un sacré apprentissage. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à partager? Ça peut être une idée, ça peut être une phrase que tu as retenue, quelque chose que tu n'as encore jamais partagé pour conclure ce bel échange. Je pense que pour conclure, c'est que ce podcast sera certainement regardé par beaucoup de professionnels du sport, entre autres, pas que, puisque j'ai un public maintenant qui est beaucoup plus large, de par notamment les séances dédicaces. Et finalement, notre société aujourd'hui véhicule uniquement, on se concentre, on va dire, on se focalise sur l'extérieur. Et je suis à la base, moi, un spécialiste de la transformation physique, sport, nutrition. Et après 20 ans, la phrase que j'aimerais laisser en fin de podcast, c'est que ces 20 années d'expérience que je souhaite mettre au profit des autres, au travers notamment de ces ouvrages, c'est que tout vient toujours de l'intérieur. Et le professionnel de l'extériorité que j'ai pu être et que je suis toujours, s'est rendu compte que finalement, c'était à l'intérieur qu'il fallait tout chercher. Et donc, pour conclure, la seule phrase qui doit être tous les jours mise en avant, c'est que tout vient toujours de l'intérieur et que donc, il faut s'y consacrer le plus possible. Merci Christophe. Merci à toi et je te remercie encore de ton invitation et de ce magnifique moment. Tout le plaisir était pour moi. Avec grand plaisir également.